3 de Qasbat Bni Mlel à Tekir. Premièrement, de Qasbat Bni Mlel à Wawizirt. 25 septembre 1883. Départ à 6h30 du matin. 3 Ztat m'accompagnent, un de la tribu des Bni Mlel, 2 de celle des Hayt Atta d'Amalou. Wawizirt, où je vais, est situé au pied méridional du Moyen Atlas qui sépare la plaine du Tadla du cours de l'Oued Labid, et dont depuis Tekzirt, j'ai longé au bas le versant nord. J'ai donc à franchir cette chaîne. Les pentes en sont généralement escarpées. Dès qu'ils deviennent assez douces pour être cultivées, elles se couvrent de champs et des habitations apparaissent. Mais ces endroits sont rares. Presque toutes les côtes sont raides et boisées. Sauf les places défrichées, clairières éparses de loin en loin, les flancs du massif sont revêtus d'une épaisse forêt. Les lentisques, les caroubiers et les pins y dominent. Ils atteignent une hauteur de 5 à 6 mètres. Le sol est moitié terre, moitié roche. Celle-ci n'apparaît point ici sous forme de longues assises, mais en blocs isolés, qui émergent de terre entre les arbres. Une foule de ruisseaux d'eau courante arrosent l'un et l'autre versant. Le chemin constamment en montagne est pénible partout et très difficile en 2 endroits. D'abord, au sortir de Qasbat Bni Mlel, au passage nommé Aqbat el-Kharroub. Puis à l'approche du col, Tizi Wawizirt, que précède une montée fort raide. À 1h, je parviens à Wawizirt. Point de cours d'eau important pendant la route d'aujourd'hui. Peu de monde sur le chemin. Les habitations rencontrées étaient d'aspect misérable. C'étaient tantôt de petites maisons de 2 mètres de haut, construites en pisé, couvertes en terrasse, la plupart situées à mi-côte et à demi enfoncées sous terre, tantôt de simples huttes de branchage. Les quelques douars que j'ai vus ne se composaient que de cabanes rangées en rond. Pas une tente véritable. Séjour à Wawizirt. Dès la sortie de Qasbat Bni Mlel, je suis entré chez les Hayt Atta d'Amalou, sur le territoire desquels se trouve Wawizirt. Ils n'ont rien de commun avec les Hayt Atta du Dra, ni avec les Brabr. C'est une petite tribu tamazirt Shelha, indépendante, dont les frontières sont au nord le Tadla, au sud l'Oued Labid, à l'est les Hayt Sri, à l'ouest les Hayt Bouzid. Sur l'autre rive de l'Oued Labid habitent les Hayt Massat. Les Hayt Atta d'Amalou peuvent mettre en ligne environ 800 fantassins et 150 cavaliers. Les chevaux sont rares dans cette contrée. En revanche, on y élève un grand nombre de mulets. Les Hayt Atta sont peu riches, quoique rien ne manque à leur pays pour être prospère. La montagne n'est que bois et pâturages. Sur les pentes douces, dans les vallées, dans la plaine de Wawizirt, le sol est fertile. On y voit des jardins et des cultures florissantes. L'eau abonde partout. Des minerais de fer, de cuivre, d'argent se trouvent, dit-on, sur le territoire. Mais les habitants ne savent point extraire ces derniers et négligent les travaux des champs. Leurs troupeaux même sont peu nombreux. Ils ont des moutons, des chèvres et quelques vaches, le tout de race médiocre. Wawizirt est situé au pied du Jbel Bni Mlel, au seuil d'une petite plaine traversée par l'Oued Labid. De quelque côté qu'on tourne les yeux, on ne voit que hautes montagnes resserrant la vallée dans une ceinture étroite. La bourgade s'élève sur les 2 rives d'un ruisseau qui porte son nom et se compose de 3 groupes d'habitations assez éloignés les uns des autres, unis par des vergers. L'un d'eux est une zaouia, résidence d'une famille de marabouts dont le chef actuel est Sidi Mohammed Ould Mohammed. Dans les vergers, on voit quelques pans d'épaisses murailles, ruines d'une qasba construite jadis par Moulay Ismaïl. Les maisons sont de pisé. Un simple rez-de-chaussée couvert d'une terrasse. Au milieu d'elle, ainsi que dans la campagne voisine, se dresse un grand nombre de terremts. Les arbres des jardins sont des oliviers, des pêchers et des figuiers. Les légumes, des piments, des oignons et des citrouilles. Wawizirt renferme 800 ou 1000 habitants, dont 100 à 150 Israélites.
Malgré son peu de population, il a une réelle importance par son marché d'abord, marché qui se tient le vendredi et qui est très fréquenté. Ensuite et surtout par sa position qui en fait une des portes du Grand Atlas et le nœud de plusieurs routes. 3 passages principaux s'ouvrent dans le Grand Atlas entre les bassins de l'Oumr et du Dra. L'un à l'ouest, menant de Zaouiat Sidi Rahal au Tlouet, un autre au centre, conduisant de Dmnet au Haskoura, le dernier en face de Wawizert, débouchant dans l'Ossikis. Celui-ci est le chemin que prennent les caravanes venant de Marrakech, allant soit dans le Haut-Oued d'Eddis, soit au Toudra, soit au Ferkla. À l'est de ce col, il n'y en a plus de fréquenté dans la chaîne jusqu'auprès de Qsab al-Shorfa. Les costumes sont les mêmes ici que dans le Tedla, mais les femmes, comme déjà celles des Bnimlel, font un usage immodéré de henné. C'est une exception. Les Marocaines n'en mettent pas d'ordinaire avec excès. Dans la vallée de l'Oued Ouawizert, à 3 kilomètres au-dessus du village, se trouvent beaucoup de cavernes de troglodytes, comme celles décrites plus haut. J'entends causer ici du voyage d'un chrétien. Habillé en musulman, il traversa il y a 3 ans et demi le Souss, le Tazroualt et Oued-Noun. Puis il se rendit à Tindouf, d'où il partit pour le Soudan. À Tétouan et à Fès, on m'avait parlé du docteur Lentz. Cela n'avait rien de surprenant. Mais comment s'attendre à ce qu'ici, en ce coin perdu de la classe, si éloigné du théâtre de ses explorations, sa renommée fût parvenue? Deuxièmement, Ouawizert, Untifa. 20 septembre. Départ d'Ouawizert à 6 heures du matin. Je vais d'abord au Had des Aïd Bouzid, qui se tient aujourd'hui. J'y arrive à 7h15. Le chemin qui y mène longe la lisière nord de la plaine, au milieu de terrains tantôt rocheux et incultes, tantôt terreux et couverts de champs de blé. Le marché est très animé. Tant qu'il dure, il ne s'y trouve jamais moins de 600 personnes. Et c'est un va-et-vient continuel. Cependant, les objets qu'on y vend ne présentent pas grande variété. On y voit surtout des fruits et des légumes apportés par les Aïd Bouzid, achetés par les Aïd Atta, puis du bétail. Moutons, chèvres, vaches, du prix de 30 à 40 francs, des grains, des peaux, de la laine. Les juifs d'Ouawizert étalent des blras, babouches, des bijoux, des poules, des cotonnades. Quelques marchands musulmans, coureurs de marché de profession, vendent du thé, du sucre, des allumettes. Mais ici, l'affaire importante n'est point le trafic, c'est le jeu des chevaux. Tout cavalier des Aïd Bouzid est tenu de venir chaque dimanche y prendre part. Une amende de 10 francs punit les manquants. Voici comment on procède à cet exercice. On se forme par pelotons de 10 à 20. Successivement, chacun de ces groupes prend le galop, charge, fait feu, s'arrête et démasque, laissant la place au suivant. Puis il recharge les armes pour recommencer quand son tour reviendra. À 4 heures, je quitte le marché sous l'escorte d'un stade des Aïd Bouzid sur le territoire desquels je suis à présent. Je continue à longer sur un sol semblable à celui de ce matin la lisière nord de la plaine. Les montagnes qui l'entourent paraissent fort habitées. On y entrevoit des cultures partout où les pentes ne sont pas trop raides. Un grand nombre de terrampes se dressent sur leurs flancs. À 5 heures, j'atteins l'extrémité de la plaine et en même temps les bords de l'Oued Labid. Celui-ci est une belle rivière, au courant impétueux, aux nombreux rapides. Ses eaux vertes et claires occupent le tiers d'un lit de 60 mètres de large, sans berge, moitié vase, moitié gravier, semé de gros blocs de rochers. Il se remplit en entier durant l'hiver. 4 ou 5 fois plus forte qu'il n'est en ce moment, la rivière coule alors avec une violence extrême. En toute saison, on ne peut la passer qu'à des gués assez rares. À partir d'ici, j'en suis le cours, marchant tantôt le long de ses rives, tantôt à mi-côte de ses flancs, suivant les difficultés du terrain. Elles deviennent bientôt très grandes. L'Oued Labid, en sortant de la plaine, s'enfonce dans une gorge profonde. Le bas en ajuste la largeur de la rivière. Les côtés sont 2 murailles de grès, qui atteignent par endroits plus de 100 mètres de hauteur.
Au-dessus se dressent les massifs mitéreux mais rocheux de la chaîne au travers de laquelle l'Oued se ferait si violemment passage. Leurs pentes souvent escarpées s'enraident partout, parfois inclinées à 2/1, d'ordinaire à 1/1, presque jamais à 1/2. C'est avec la plus grande peine que l'on suit la vallée. Rarement on peut marcher au fond. Il est occupé par les eaux. Le chemin tantôt serpente dans la montagne, au-dessus des parois de la gorge, tantôt est taillé dans le roc, au flanc même de ces parois, et surplombe la rivière. Ce sont des passages extrêmement difficiles, les plus difficiles que je n'ai jamais trouvés. Ils se franchissent pourtant trop vite au gré du voyageur. L'œil ne se lasse pas de contempler ce large cours d'eau, roulant ses flots torrentueux entre d'immenses murailles de pierre, au pied de ces montagnes sombres, dans cette région sauvage où le seul vestige humain est quelques terrains suspendus à la cime d'un rocher. À l'entrée de ce long défilé est la maison de Monztat, Dar Brahim. Nous y faisons halte à 5h30 du soir. Peu de temps avant d'arriver, j'ai vu un affluent se jeter sur la rive gauche de l'Oued Labid. C'est l'Oued Aït Moussat, belle rivière aux eaux vertes, au courant impétueux de 12 à 15 mètres de large, venant du sud par une gorge profonde. Les Aït Bouzides chez lesquels je suis sont de race tamazirt, shleh et indépendants. Leur territoire, tout en montagne, occupe la portion du Moyen Atlas bornée au nord par le Tadla, au sud par l'Oued Labid, à l'est par les Aït At-Tadamalou, à l'ouest par les Aït Ateb et les Aït Ayyed. Ils peuvent armer environ 1000 fantassins et 300 cavaliers. Cette tribu est renommée pour sa richesse. En effet, tant que je serai sur ces terres, je ne cesserai d'admirer des preuves de l'intelligence et de l'activité des habitants. Nulle part au Maroc, les cultures ne m'ont paru mieux soignées, les chemins aussi bien aménagés, dans un pays plus difficile. Toutes les portions du sol dont on a pu tirer parti sont plantées. Ici sont des blés, là des légumes, ailleurs des oliviers. Ils s'étagent par gradins, une succession de murs en maçonnerie retenant les terres. Sur ces pentes raides, on ne peut labourer à la charrue. Tout se travaille à la pioche. Les chemins sont la plupart bordés de bourrelets de pierre. En certains points, ils sont taillés dans le roc. Des consoles les soutiennent. Des ponts sont jetés au-dessus des crevasses. Les maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée, mais sont bien construites. Ils sont en pierre cimentée, mais non taillés. Les tremtes sont nombreuses et grandes. Quelques-unes, se dressant au sommet de rocs escarpés, semblent presque inaccessibles. Ces ouvrages témoignent d'une population active et industrieuse. Les Aït Bouzides ont un usage qui leur est spécial et que nous ne retrouverons ailleurs que loin, vers l'ouest, et dans une seule tribu, les Haha. C'est celui de se disséminer maison par maison, chacun au milieu de ses cultures, au lieu de se grouper par village. Sur leur territoire, on n'en rencontre pas. On ne voit que demeures isolées semées sans ordre au flanc de la montagne. Une légère modification se fait ici dans l'armement. Plus de baïonnettes. Tout le monde porte le sabre. De plus, le fusil change. La crosse de courte et large devient longue et étroite. Elle était simple et se couvre d'ornements, incrustations d'eau et de métal. Ces deux modèles sont les seuls qui existent au Maroc. Le premier est d'un usage universel au nord de l'Atlas. Dans cette chaîne et au Sahara, on le trouve quelquefois, mais rarement. C'est le second qui domine. Le tamazirt est l'idiome général des tribus que j'ai traversées depuis Meknès. Mais jusqu'à Rsbat Bni Mellal, tout le monde, dans les familles aisées, savait l'arabe. Depuis que je suis dans l'Atlas, il n'en est plus de même. Et si bon nombre d'hommes parlent encore cette langue, mais les femmes l'ignorent complètement. 1er octobre. Départ à 5h du matin. Telle était hier soir la vallée de l'Oued Labid, telle elle reste aujourd'hui. Les hautes montagnes qu'elle traverse sont, à l'exception des places cultivées, entièrement boisées. Oliviers sauvages, pins, mêlés parfois de lentisques et de caroubiers.
Par instant, le fond de la gorge se resserre au point de n'avoir que 30 mètres de large. Par moments, il s'étend un peu et a jusqu'à 100 mètres. En ces endroits d'autant plus fréquents qu'on avance davantage, les bords de l'oued se garnissent de lauriers roses. Les parois de la vallée s'abaissent et s'inclinent, quelques arbres poussent aux fentes des rochers. La gorge, jusqu'au point où la rivière sort de l'Atlas, présente donc l'aspect suivant. Une série d'étranglements très étroits, unis par des défilés, lesquels, resserrés au début, s'élargissent peu à peu à mesure qu'on descend, en même temps que leurs flancs deviennent moins escarpés. Au bout d'une heure et demie, la muraille rocheuse s'est déjà beaucoup abaissée dans ces endroits. Un peu plus tard, elle fait par moments place à la terre et la forêt arrive jusqu'au bord des eaux. À dater de 8h30, la largeur habituelle est 100 mètres. Des trembles, des oliviers couvrent le fond. Les parois de roche sont très basses, remplacées par des talus de terre, à 1 sur 1. Quelques maisons entourées de vergers apparaissent sur les pentes. Des étranglements resserrent encore par moments la vallée, mais de chacun il sort plus large. À 9h30, elle a 150 mètres et se remplit de jardins. Les flancs sont à 1 sur 1 ou à 1 sur 2. Des habitations s'y élèvent de toutes parts. Elle reste ainsi jusqu'à Ait Wakdir, où j'arrive à 10h30 du matin. En chemin, j'ai traversé l'Oued Labid plusieurs fois. La première vers 6h, 25 mètres de large, 70 cm de profondeur. La dernière vers 10h15, 40 mètres de large, 50 cm de profondeur. Partout les eaux étaient les mêmes, limpides, vertes, impétueuses. Partout, elles coulaient en un lit de gros galets, sans berge. Les blocs de roche dont était semé le lit au commencement avaient disparu dans la dernière partie du trajet. Depuis 8h30, les rives étaient garnies d'un grand nombre d'appareils qui servent aux habitants à traverser en hiver. Lorsque, les eaux étant hautes, on ne peut plus franchir à gué. Ces machines se composent de 2 fortes piles de maçonnerie établies l'une de chaque côté de la rivière. En leur milieu sont fixés de gros troncs d'arbres auxquels s'amarrent les cordes servant au passage. Le sol du fond de la vallée est partout de terre. 2 et 3 octobre. Séjour à Ait Wakdir. Les Ait Atab chez lesquels je suis sont une tribu tamazirt, Shilha, indépendante. Leur territoire est limité au nord par les Ait Ayyed et le Tadla, à l'est par les Ait Bouzid, au sud et à l'ouest par l'Oued Labid. Ils peuvent mettre en ligne environ 1200 fantassins et 300 chevaux. 2 marchés sur leur territoire, Had Ait Atab et l'Arba d'Ekadoussen. Ekadoussen est le nom d'une de leurs fractions qui habite vers le nord-ouest du point où je suis. Ait Wakdir est un gros village situé sur les premières pentes du flanc droit de l'Oued Labid, à un coude que fait la rivière. Les environs de ce centre sont la portion la plus habitée du territoire des Ait Atab. Auprès de lui s'élèvent à peu de distance plusieurs autres groupes, parmi lesquels on distingue l'Had, où se tient le marché. En face, le flanc gauche est hérissé d'une foule de maisons, de terremt, s'étageant en amphithéâtre au milieu des oliviers. Ces constructions, ainsi que toutes celles de la tribu, sont en pisé. La population totale de ces diverses agglomérations peut être de 2000 âmes, dont 200 juifs répartis en 2 mlah. Chaque village est entouré d'arbres fruitiers. De grands jardins occupent le fond de la vallée, où l'on ne bâtit point, de peur des inondations. 4 octobre. Départ à 5h du matin. Un homme des Ait Atab me sert de stop. À quelque distance d'ici, l'Oued Labid s'enfonce de nouveau dans une gorge profonde. Il y reste enfermé jusqu'à Tabia, où il sort de l'Atlas et entre en plaine. Je prends un chemin qui passe à quelque distance de la rivière sur un petit plateau couvert de cultures et semé d'amandiers. Des terremps se dressent de toutes parts. De grands troupeaux paissent sur les côtes.
À 10 heures, je reviens sur le bord de l'Oued Labid, au lieu même où, débouchant de la montagne par une brèche sauvage, il s'élance dans la plaine. Je le traverse et je gagne le petit village de Tsabia, situé sur sa rive gauche. Me voici en Bled el-Marzen pour la première fois depuis Meknès. En passant la rivière, je suis entré sur le territoire d'Intifa, tribu soumise. Ici, plus de sotat, plus d'escorte. En voyage seul, en sûreté. Note de l'auteur. Et non les plus ainsi maintenant. Voici ce qu'on lit à leur sujet dans le Réveil du Maroc du 25 février 1885. À Intifa, le gouverneur s'est vu dans la nécessité de prendre la fuite à la suite de l'attaque dont il a été l'objet de la part de ses administrés qui ont détruit et pillé son château. Fin de note. Je repars donc aussitôt avec un simple guide pris à Tsabia. Laissant l'Oued Labid prendre sa course vers le nord-ouest, je me maintiens près de la montagne. C'est toujours le Moyen Atlas. J'en longe le pied par une succession de plateaux bas et de côtes douces. Les plateaux ont un sol sablonneux avec des pâturages et quelques cultures. Les coteaux rocheux, note de l'auteur. Dans ces rochers, on aperçoit de loin une plante curieuse que dans le cours de mon voyage, j'ai vue en 4 endroits. 5, en fait. Là, dans les escarpements qui dominent le village d'Aïd Saïd, d'Adla, sur les pentes septentrionales du Petit Atlas, dans les territoires des Ilalènes et des Ch'touka, enfin dans les falaises des Haha au bord de l'océan Atlantique. Cette plante, la tassaut, paraît ne pousser que dans les lieux rocheux. Fin de note. Les coteaux rocheux et nus à la partie supérieure sont terreux et garnis de villages et de jardins à leurs pieds. Vers 3 heures, j'atteins une bourgade qui sera mon gîte. Jmat Ntifa. Assez nombreux voyageurs sur la route pendant cette journée. Point d'autre cours d'eau que l'Oued Labid. Au gué de Tsabia, où je l'ai traversé, il avait 40 mètres de large et 70 centimètres de profondeur. Toujours même lit de galets, même eau limpide et verte, même courant impétueux. Les roches au pied desquelles il coule, en sortant de l'Atlas, sont de grès, comme toutes celles de sa vallée depuis le point où j'y suis entré. Jmat Ntifa ne porte point ce nom à cause d'un marché. Il en possède un, mais qui se tient le lundi. Le village se compose de 3 groupes d'habitations distribués sur les 2 rives d'un ruisseau. Des jardins, vraies forêts d'oliviers, les unissent et les entourent. La population est d'environ 1500 habitants, dont 200 Israélites. Cette localité fait un commerce actif d'une part avec Bzou et Demnat, de l'autre avec les tribus du sud. Non loin de là est la demeure du Qaïd Ntifa. La juridiction de ce gouverneur est limitée au nord par les Srarna et l'Oued Labid, à l'est par l'Oued Labid et les Aït Messat, au sud par les Aït Bougmez et les Aït Bouelli, à l'ouest par la province de Demnat et les Srarna. Il comprend, outre les Ntifa, Bzou au nord, les Aït Abbas et les Aït Bouhrazn au sud-est. Troisièmement, d'Intifa à Zaouiat Sidi Rahal. 5 octobre. Départ à 5 heures du matin, en compagnie d'une caravane de 5 à 6 personnes. Le pays est sûr, en étant Bled el-Marzen, point d'escorte. D'ici à Demnat, je continuerai à cheminer sur les premières pentes de l'Atlas, en me rapprochant de plus en plus de son pied. Pendant ce trajet, je passerai insensiblement du Moyen Atlas au Grand. Les 2 chaînes paraissent se rejoindre à la trouée de la Tassaut, où serait l'extrémité de la première. Ma route d'aujourd'hui se divise en 2 portions distinctes. De Jmat Ntifa à l'Oued Tassaut et de la Tassaut à Demnat. Dans la première partie, le pays est accidenté, le sol pierreux, quelquefois rocheux, et il est souvent nu, par moments garni de palmiers nains et de tassaut ou boisés. Peu d'eau. Cependant, au flanc des coteaux,
Au fond des ravins, sur les sommets, s'élève une foule de villages entourés de grandes plantations d'oliviers avec des haies de cactus. En somme, région d'aspect triste, mais fort habitée. À 9h30, j'arrive au bord de la Tassaout. C'est la Tassaout al-Fouqiya, appelée aussi Wad al-Khdar, rivière verte. Elle est bien nommée. Elle coule au milieu d'une végétation merveilleuse à l'ombre de grands oliviers dans une vallée couverte de champs et de vergers. À partir de la Tassaout, j'entre dans une région nouvelle. Accidents de terrain moins sensibles, sol terreux, foule de ruisseaux, nombreux villages. À chaque instant, jardins immenses, à végétation superbe, à arbres séculaires. C'est au travers de ce beau pays que je parviens à Dmnet. J'entre dans la ville à 12h30. Durant toute la journée, beaucoup de monde sur le chemin. Je n'ai point traversé d'autres cours d'eau importants que l'Oued Tassaout. Il avait 15 mètres de large et 50 centimètres de profondeur, eau claire, courant rapide, lit de galets, berge de terre, en pente douce de 1 mètre à 1 mètre 50 de hauteur. 6 et 7 octobre. Séjour à Dmnet. Cette ville est le siège d'un caïd qui gouverne la province de Dmnet. Celle-ci a pour limite, au nord, les Srarna, à l'est, les Ntifa et les Aïd Bouali, au sud, les pentes supérieures du Grand Atlas, à l'ouest, les Glawa et les Smran. Dmnet est entouré d'une enceinte rectangulaire de murailles crénelées garnies d'une banquette et flanquée de tours. Le tout est en bon état, sans brèche ni portion délabrée. 3 portes donnent entrée dans la ville. La Kasbah a son enceinte à part et est bordée de fossés. Ceux-ci, les seuls que j'ai vus au Maroc, ont 7 à 8 mètres de large sur 4 ou 5 de profondeur et sont en partie remplis d'eau. Au milieu de ce réduit s'élève la mosquée principale et la maison du caïd. Murailles, kasbah, mosquées, maisons, toutes les constructions de la ville sont en pisé. Rien n'est blanchi sauf la demeure du caïd et le minaret qui l'avoisine. Le reste est de la couleur brun sombre qui distingue les habitations depuis Bouljad. L'intérieur de l'enceinte est aux 2/3 couvert de maisons en bon état, quoique mal bâties. Le dernier tiers est occupé partie par des cultures, partie par la place du marché. Point de terrain vague, point de ruines, en somme, air prospère. La population est d'environ 3000 âmes, dont 1000 Israélites. Ceux-ci n'ont pas de mellah. Ils habitent pêle-mêle avec les musulmans, qui les traitent avec une exceptionnelle bonté. Dmnet et Sfro sont les 2 endroits du Maroc où les Juifs sont le plus heureux. Il y a d'autres rapprochements à faire entre ces 2 villes, dont les points de ressemblance frappent l'esprit. Même situation au pied de l'Atlas, à la porte du Sahara, population égale et composée d'une manière semblable, prospérité presque pareille, même genre de trafic, même caractère doux et poli des habitants, même ceinture d'immenses et superbes jardins. En un mot, ce que Sfro est à Fès, Dmnet l'est à Marrakech. Le commerce de Dmnet est le suivant. Les tribus de l'Atlas et du Sahara, d'Adès, Todra, viennent s'y approvisionner de produits européens et d'objets fabriqués dans les villes marocaines, tels que cotonnade, sucre, thé, parfumerie, bijouterie, belra. Elles y cherchent aussi des grains, mais en petite quantité. En échange, ils apportent des peaux, des laines et des dattes que les habitants de Dmnet expédient à Marrakech. Ce commerce florissant autrefois a fait la richesse de la ville. Elle est en décadence depuis 4 ou 5 ans. À cette époque, le sultan envoya un amin, note de la rédaction, sorte de commissaire. Fin de note. Le sultan envoya un amin d'une rapacité telle que le trafic ne fut plus possible. Tout ce qui passait les portes de la cité était, quelle qu'en fût la provenance, frappé d'un droit arbitraire si élevé que bientôt les tribus voisines et les caravanes du sud désertèrent ce marché et se portèrent en masse sur Marrakech, où ils se fournissent à présent. Dmnet est entouré de toutes parts d'admirables vergers, les plus vastes du Maroc,
Au milieu d'eux sont disséminés une foule de villages, se touchant presque, qui forment comme des faubourgs de la ville. Ces jardins sont renommés au loin. Leur fertilité, leur étendue, la saveur et l'abondance de leurs fruits, les excellents raisins qui s'y récoltent, sont légendaires. Presque contigus au verger de Demnat s'en trouvent d'autres très célèbres que nous avons traversés en venant. Ceux de Haït ou Aoudnous. Ils rappellent un triste exemple de la rapacité du sultan et de la malheureuse condition de ses sujets. Ces jardins, domaines immenses et merveilleux, forêts d'oliviers séculaires et d'arbres fruitiers de toute espèce, arrosés par des ruisseaux innombrables, appartenaient il y a quelques années à un homme fameux par ses richesses et son luxe, Ben Ali ou le Mahsoub, dont la vaste demeure s'élève encore au sommet d'un mamelon qui les domine. Cette fortune énorme, cette ostentation, ce pouvoir portèrent ombrage au sultan. Soit pure cupidité, soit crainte de l'influence croissante d'un homme aussi puissant, et le fit une nuit surprendre, saisir, emmener. On le jeta en prison dans l'île de Mogador. En même temps, ses biens furent confisqués, réunis à ceux de la couronne. J'appris plus tard à Mogador que le malheureux Ben Ali, qu'on y connaissait sous le nom de Demnati, avait, après plusieurs années de captivité, obtenu sa liberté au prix de tous ses biens. Mais il n'en jouit pas. Au sortir de prison, à la porte de Mogador, il mourut. 8 octobre. Départ à 8h30 du matin. D'ici à Zaouiat Sidi Rahal, je serai encore en Bled el-Makhzen, région sûre. Un guide suffit. La route longe constamment la lisière d'une vaste plaine qui s'étend au pied du Grand Atlas. Sol terreux et uni. À gauche sont les premières pentes de la montagne. Pentes assez douces, partie nue ou couvertes de palmiers nains, partie boisée. D'aucun point on ne distingue les crêtes. À droite, on ne voit qu'une immense plaine s'allongeant à perte de vue vers l'ouest. Elle est bornée à l'est par les masses lointaines et grises du Moyen Atlas, au nord par les collines éloignées d'El Hamna, qui séparent les bassins de l'Oumrbia et de la Tinsift. Jusqu'à la Tassaout Tahtiya, la plaine est couverte de pâturages et une foule de villages entourés de bois d'oliviers, la sème de points sombres. Ces vastes étendues pleines de troupeaux, ces innombrables oasis de verdure, forment un beau tableau de paix et d'abondance. À partir de la Tassaout, les oliviers diminuent. Bientôt, ils cessent. En même temps, les pâturages font place à des cultures. À 6 heures du soir, j'arrive à Zaouiat Sidi Rahal. Au loin, dans le disque enflammé du soleil couchant, on aperçoit la haute tour de Jama' al-Koutoubia, mosquée de Marrakech. Durant toute la journée, beaucoup de monde sur la route. Un seul cours d'eau important, l'oued Tassaout Tahtiya, eaux claires et courantes de 20 mètres de large et de 30 à 40 centimètres de profondeur, coulant sur un lit de galets 3 fois plus grand, entre 2 berges rocheuses, tantôt à 1 sur 1, tantôt à 1 sur 2. Zaouiat Sidi Rahal est une bourgade du territoire des Zmran. Entourée de murs bas sans prétention militaire, bâtie en pisé, elle a environ 1000 habitants. Au milieu s'élève une belle qubba, où reposent les restes de Sidi Rahal, et une zaouia où vivent les marabouts, ses descendants. Ces derniers sont fort vénérés dans le pays. De toutes les tribus voisines, des Zmran, des Rhamna, des Srarna, de Demnat, de Marrakech même, on les visite. On leur apporte des offrandes. En dehors de l'enceinte musulmane, formant un faubourg isolé, se trouve un petit mlah, jardin peu étendu. Quatrièmement, de Zaouiat Sidi Rahal à Tekirt. 9 octobre. Quoique Bled el-Makhzen, le pays n'est pas assez sûr pour marcher sans ztat. Mais un seul homme suffit. Je trouve sans peine quelqu'un pour m'escorter. Départ à 12h30. Un cours d'eau sort ici du Grand Atlas. C'est l'Oued Rdat. Il prend sa source au sommet de la chaîne, à la dépression considérable appelée Tizinglaoui, et on descend dans une direction perpendiculaire aux crêtes.
Cette rivière trace ainsi une route courte et facile pour franchir la chaîne. Je m'y engage. Jusqu'au Tizi, je resterai dans le bassin de l'Oued, et pendant la plus grande partie du trajet, j'en suivrai le cours. De Sidi Rahal aux environs de Zarqan, où je quitterai la vallée de l'Ouadrdat, celle-ci présente le même aspect. Le fond n'en a jamais plus de 100 mètres de large. Le plus souvent, il a beaucoup moins. Les flancs sont habituellement des talus boisés à 1 sur 1, quelquefois des murailles rocheuses presque à pic. C'est lorsque les pentes de ces flancs sont les plus raides que le fond est le plus large. Lorsqu'elles sont les plus douces, qu'il est le plus étroit. Tantôt, ce dernier est couvert des galets, des blocs de roches qui forment le lit de la rivière. Dans ces points croissent entre les pierres des lauriers roses et des pins. Ailleurs, il y a un peu de terre, on trouve alors des jardins avec des figuiers et des oliviers. De même pour les flancs. Moitié terre, moitié grès, ils sont la plupart du temps escarpés et couverts de forêts où se mêlent les lentisques, les tqi, les teïdas et les tseft. Mais aux rares endroits où les côtes sont moins abruptes, on rencontre des villages, et à leurs pieds des cultures et des vergers. Les villages sont disposés en long. Chacun forme plusieurs groupes, échelonnés dans le sens de la vallée. Les plantations s'étagent au-dessous, disposées par gradins. De petits murs retiennent la terre. Les champs sont des champs d'orge et de maïs, des figuiers, des grenadiers, des oliviers, de la vigne et surtout une foule de noyers les ombrage. Le noyer apparaît ici pour la première fois. Cet arbre abonde sur les deux versants du Grand Atlas. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Telle sera la vallée de l'Ouadrdat jusqu'auprès de Tegmout, où je la quitterai. Le chemin tantôt en suit le fond, tantôt serpente sur les flancs. Il est presque partout raide et pénible, difficile en peu d'endroits. Aujourd'hui, je fais une étape très courte. Je m'arrête à Enzl, village de 600 habitants où je passerai la nuit. Il n'est que 3 heures lorsque j'y arrive. Durant le trajet, beaucoup de monde sur la route. L'Ouadrdat avait à Zaouiet Sidi Rahal 6 mètres de large et 20 centimètres de profondeur. Les eaux en étaient claires et courantes, légèrement salées. Elles coulaient au milieu d'un lit de galets de 60 mètres bordé de berges de terre d'1 mètre. Cette rivière est, m'affirme-t-on, un affluent de la Tinsift, et s'y jetterait après avoir arrosé le territoire des Zmran et celui des Glawa. Cette dernière tribu est celle où je suis entré en sortant de Zaouiet Sidi Rahal. Un caïd nommé par le sultan la gouverne. Elle réside à Imaounine, dans le Tlouet. Son autorité réelle s'étend sur les Glawa et sur le Ouarzazet, son pays natal. Son pouvoir nominal va jusqu'au Aïd Zineb, son influence jusqu'à Taznart et jusqu'au Mzgita. La première, seule de ces 3 régions, est considérée comme Bled el-Mrzen. Seule, elle fournit des soldats et paie l'impôt. Les 2 autres sont Bled Siba. Cependant, dans la seconde, la parole du caïd est prise en considération, mais à condition qu'il ne réclame que des choses faciles, ne coûtant rien aux habitants. Il ne se hasarderait pas à leur en demander d'autres, sachant que ce serait provoquer des refus. Il ne se mêle en aucune façon de leur administration, de leurs différends, des guerres qu'ils peuvent se faire entre eux. Mais son anaya est respecté. Des gens de sa maison, esclaves ou mkhazni, peuvent servir d'Uztat, en voyage en sûreté sous sa protection. Et il n'en est plus de même dans la 3e région. La suprématie, même nominale, du sultan n'y est pas reconnue. Tout ce que peut faire le caïd est d'entretenir des rapports d'amitié avec les chefs des 2 grandes maisons voisines, les cheikhs de Taznart et du Mzgita. Il ne saurait servir d'Uztat sur leur territoire. Mais ces lettres assureraient un bon accueil auprès d'eux. Au-delà, ni son nom, ni celui du Marzen ne sont connus. Le commerce des Glawa est actif. Il consiste presque uniquement en l'échange des grains du nord contre les dattes du Dra, 2 marchés dans la tribu, le Tnin de Tlouat et le Khmis d'Enzel. Les Glawas sont Imaziren de langue comme de race, ainsi que toutes les tribus que je verrai dans les massifs du Grand et du Petit Atlas. De Zaouiet Sidi Rahal à Tissint,
la première oasis que j'atteindrai, il n'y a pas un seul arabe. Et s'y apparaît pour la première fois un vêtement original, d'un usage universel chez les Glawa, dans le drap, dans le bassin du Souss, dans la chaîne du Petit Atlas. C'est le khnif. Qu'on se figure une sorte de bournous court, de laine teinte en noir, avec une large tache orange, de forme ovale, occupant tout le bas du dos. Cette sorte de lune si étrangement placée est tissée dans le bournous même, et les bords en sont ornés de broderies, de couleurs variées. Le bas du bournous est garni d'une longue frange, le capuchon d'un gros gland de laine noire. La plupart des hommes, enfants et vieillards, musulmans et juifs, portent ce vêtement. Les autres se drapent dans des haïks de laine blanche. On garde le sommet de la tête nu, comme dans le reste du Maroc. Mais la bande large ou étroite qui se roule d'habitude alentour, au lieu d'être de cotonnade blanche, est de laine noire. Les bras se remplacent fréquemment par des sandales. On ne voit plus de sabre qu'aux cavaliers. Ces armes sont donc peu nombreuses, les chevaux étant rares dans le grand comme dans le petit atlas. On cesse de porter la poudre dans des poires, on la met dans des cornes. Ce sont soit des cornes naturelles à armature de cuivre, soit plus souvent des cornes en cuivre ciselées. Elles ne manquent pas de grâce. Des sachets de cuir pour les balles s'y attachent. Ce modèle en usage dès les premières pentes septentrionales du Grand Atlas est le seul employé dans cette chaîne et dans tout le sud. Il n'y a que 2 exceptions. Nous les signalerons plus tard. L'une est vers l'est, dans le bassin du Ziz, l'autre vers l'ouest, dans le Sahel. 10 octobre. D'Enzel à Tagmout, je suis la vallée de l'Oued Rdat, telle que je l'ai décrite hier. Parti à 5 heures du matin, j'arrive à 11. Chemin faisant, je passe auprès des ruines d'un pont attribué par les uns aux chrétiens, par les autres à Sultan al-Khel. On cite toujours ces 2 noms au Maroc dès qu'il s'agit d'ouvrages dont on ne connaît pas les auteurs. Ce pont, dont il reste 4 arches en pierre, s'élève sur la rivière au point de jonction des chemins de Marrakech et de Zaouiet Sidi Rahal. Il me paraît d'origine musulmane. Plusieurs gros villages jalonnent la route. Les 2 principaux sont Ifsfes, 600 habitants, et Zarqtan, 800 habitants. L'Oued Ifren, le seul que je traverse, est un ruisseau de 2 mètres de large. Les eaux en sont salées comme toutes celles des environs. Les flancs même de la montagne sont par endroits blancs de sel. Durant cette matinée, de hauts massifs ne cessent de se dresser de tête. Vers le sud, au milieu d'une longue crête, j'aperçois l'échancrure de Tizntlouet et à sa gauche la cime rose de l'Adrar Iri, dominant toutes les autres. Du monde passe sur le chemin. Beaucoup de gibier, quantité énorme de perdreaux. Tout le long de la route, j'en vois courir à mes pieds. Ils se lèvent rarement. On ne les chasse pas. Quand les habitants veulent en manger, ils en tuent à coups de pierre. « 11, 12, 13 octobre. 6 jours à Tagmout. Le village a 800 ou 900 habitants. Situé sur le bord de l'Oued Adrar Iri, il est fractionné en plusieurs groupes qui s'espacent sur les premières pentes du flanc gauche de la vallée, au milieu de cultures et de jardins. Ceux-ci occupent aussi une partie du fond qui a ici 60 mètres de large. Tagmout compte parmi les Ait Rba. Cette fraction se compose de tous ceux qui habitent sur le cours de l'Oued Adrar Iri. Zarqtan forme une autre fraction. Enzel, une autre encore. Les villages de ce versant sont d'aspect misérable. Les maisons de pierre et couvertes en terrasse sont mal bâties. Ils n'ont qu'un rez-de-chaussée, parfois à demi enfoncé dans le sol. 14 octobre. Départ à 6 heures du matin. Anstat m'escorte. La route d'aujourd'hui peut se diviser en 4 portions. Premièrement, de Tagmout à Titroula Tahtiya. Chemin extrêmement difficile, montée très raide à travers les pierres, région déserte, sol rocheux, tantôt nu, tantôt boisé.
Deuxièmement, de Titola Tahtiya à Titola al-Fouqiya. On retrouve le cours de l'Oued Dran Iri, appelé aussi dans cette partie Oued Titola. On le suit. Les premières pentes et le fond de la vallée sont couverts de villages et de cultures. Orges et maïs, ombragés de noisetiers, de trembles, surtout de noyers. Ce fond de vallée a peu de largeur. Les cultures ne s'étendent en tout que sur 40 mètres. Au milieu d'elle coule le ruisseau, qui ne cesse pas d'avoir de l'eau. Les flancs sont en pente douce, au pied, escarpés vers le sommet, rocheux partout. Plus on avance, plus la pierre nue apparaît, plus les arbres sont clairsemés. Chemin facile. Troisièmement, de Titola al-Fouqiya au col de Tizntlouet, où je franchis la crête supérieure du Grand Atlas. L'eau tarit dans l'Oued, les cultures cessent, les habitations ont disparu. Désert de pierre. De tous côtés s'élèvent de hautes montagnes de grès. Plus un arbre, plus une plante, plus un brin de verdure. Tout est roche. Le chemin, sans être difficile, est très raide et très pénible. On monte lentement vers le col. Il est atteint à 4 heures du soir. Je me trouve à 2331 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un panorama immense s'étend devant mes yeux. Je suis frappé d'abord de l'aspect montagneux de la contrée que je vais aborder. Ce sont que chaînes s'étageant les unes derrière les autres jusqu'au bout de l'horizon. Puis de son air triste et désolé. Tout est nu, tout est roc. Pas un grain de sable et une motte de terre. De longues côtes jaunes, des croupes d'un rouge sombre se succédant à l'infini. Immense solitude pierreuse, c'est tout ce que distingue l'œil lorsqu'il se tourne vers le sud du haut du Grand Atlas. Quatrièmement, j'entre ici dans la 4e portion de mon trajet d'aujourd'hui, de Tizntlouet à Ait Beddou. On commence par une descente raide. C'est un passage dangereux, comme l'indique son nom. Taurit Nimakr, colline des brigands. Puis on débouche dans la plaine du Tlouet, sol plat, bonne terre couverte de cultures. Je m'arrête à 6h30, près de son extrémité sud, au petit village d'Ait Beddou. Peu de voyageurs sur la route pendant cette journée. Le Tlouet est une fraction des Glawa. Il comprend un certain nombre de villages semés les uns près des autres dans une petite plaine fertile. L'un d'eux, Imaounine. Note de l'auteur. Imaounine porte aussi le nom de Dar al-Qaïd et celui de Dar al-Glaoui. Leur Qaïd des Glawa n'est point héréditaire. Elle est nommée par le sultan et change fréquemment. Quel qu'il soit, on l'appelle Glaoui. C'est un usage général au Maroc de désigner les gouverneurs du nom de leur province. On dit ainsi Dmnati, Ntifi, etc. Fin de note. L'un d'eux, Imaounine, est la résidence du Qaïd al-Glaoui. L'extérieur des constructions annonce la prospérité. Ce ne sont plus les huttes de l'Oued Ardat, maisons hautes et bien bâties. Les arbres ne sont pas encore nombreux. On en voit quelques-uns auprès des habitations. Ce sont des trembles, des figuiers, des noyers. Il pousse aussi des pieds de vigne. Une multitude de ruisseaux descendant de la crête de l'Atlas arrosent le sol. Quelque riante que soit en elle-même cette verte plaine, elle est entourée de toutes parts de montagnes si nues, si désolées que son aspect en est attristé. 15 octobre. Départ à 7 heures du matin. Je rentre en Bled Siba. M'y voici pour longtemps. Ici, le pays ne présente pas grand danger. Un homme suffit aujourd'hui comme escorte. En quittant Ait Beddou, on achève de traverser la plaine du Tlouet. Puis on entre dans la région la plus désolée qu'on puisse voir. Tout est roche. Au-dessus de la tête, on ne voit que murs de pierre. Aux pieds, ravins aux parois de grès, sans eau ni verdure. Les lits à sec sont couverts d'une couche de sel. Nulle part la moindre trace de terre, ni de végétation. Après 3 heures de marche dans cette triste contrée, je débouche tout à coup dans une vallée qui forme avec elle le plus frappant contraste. Creusée à pic au milieu de l'immense plateau de pierre qui règne alentour, elle présente un aspect aussi riant, aussi gai, que les solitudes qui l'abordent sont mornes et tristes. Au fond coule un torrent dont les 2 rives sont sans interruption garnies de jardins et de cultures. Au milieu des figuiers, des oliviers, des noyers, s'élèvent en foule des villages, des groupes de maisons.
les Terremt. Tout respire la richesse. C'est l'Oued Dra qui commence. Sur ces rives seules, et sur celles des deux rivières qui le forment, je trouverai ces constructions élégantes et pittoresques qui me frapperont désormais. Terremt, aux gracieuses tourelles, aux terrasses crénelées, aux balustrades à jour, maisons aux murailles couvertes de dessins et de moulures. Qsar, dont les enceintes, du pied jusqu'au faîte, ne sont qu'arabesques et qu'ornements. Dans ces belles contrées, même la demeure la plus pauvre présente l'aspect du bien-être. Le bas des bâtiments est en pierre cimentée, le haut en pisé. Tout est construit avec soin, tout semble neuf. Point d'habitation qui n'est un premier étage. Un second est souvent formé par une terrasse couverte, installée au-dessus. Partout, bonnes portes, volets façonnés et ornés comme aux maisons des villes. Toutefois, peu de demeures sont blanchies. De loin en loin, quelques zaouïas ou les créneaux d'un terremt, le reste à la teinte brun-rouge du grès et du pisé. Les jardins et les cultures sont entretenus avec un soin extrême, mais ils forment une bande étroite. Aux endroits les plus larges, ils ont 60 mètres, encore ne sont-ils presque jamais en sol plat. Ils s'étagent, les terres soutenues par des revêtements de pierre, des deux côtés de la rivière. Celle-ci, l'Oued Iounil, à 4 mètres de large, un courant très rapide, des eaux claires, salées. Elle coule sur un lit de gravier de 10 mètres, blanc de sel dans les portions à sec. Les flancs de la vallée sont des murailles de grès verticales, creusées sur toute leur longueur de séries continues de cavernes. À ces murailles s'adossent maisons et jardins, dont leur flanc est taillé le sentier que je suis. Passage difficile. Le chemin n'a nulle part plus de 1,50 m de large. La paroi de roc, d'un côté, le précipice, de l'autre. Telle est cette vallée, telles sont, me dit-on, toutes celles du voisinage. Oued el-Melh, Oued Imini, Oued Iriri, étroits sillons où se concentrent la végétation et la vie, au milieu des immenses déserts de pierre qui forment le versant sud du Grand Atlas. Je ne quitte plus l'Oued Iounil jusqu'au gîte. À un moment, je monte sur le sommet du flanc gauche, un vaste plateau rocheux s'y offre à mes yeux. Il s'étend à perte de vue. Le thym est la seule plante qui y pousse. Les gazelles sont les seuls êtres animés qui y vivent. À 3 heures, je m'arrête à Tizgi, principal village du district de ce nom. Peu de voyageurs aujourd'hui sur la route. J'ai traversé 2 cours d'eau. L'Assif Morgan, appelé aussi Oued el-Melh, lit de 15 mètres de large, à sec. L'Oued Iounil, haut de 4 mètres de large et de 30 cm de profondeur, courant très rapide. 16 et 17 octobre. Séjour à Tizgi. J'ai été frappé à mon entrée dans la vallée de l'Oued Iounil d'un des caractères qui distinguent le bassin de Dra, l'élégance des constructions. J'en remarque ici un autre, plus important. Il se rapporte à la race qui occupe le pays. Jusqu'à présent, je n'avais vu que des Imazirines blancs, ceux qu'on appelle Shlaha. Désormais, une bonne partie de la population se composera d'Imazirines noirs ou bruns. Haratn. Dans tout le bassin du Dra, je les trouverai mêlés au Shlaha, dans une proportion d'autant plus grande que j'avancerai davantage vers le sud. Dans la vallée même de ce fleuve, ils sont si nombreux que le nom de Draoui y est synonyme de celui de Hartani. Sur ces affluents, ils existent aussi en grande quantité. C'est dans ce bassin qu'ils semblent s'être concentrés. Et il n'y en a point dans celui du Souss, très peu dans celui du Ziz. Ils présentent les types les plus variés. On en voit qu'on confondrait avec des nègres du Soudan, d'autres ont la couleur des Noirs et les traits des Européens, ou bien les grosses lèvres et le nez épaté des premiers avec la peau blanche. Certains sont dits Haratn, qui pour un étranger ne présentent aucune différence avec les Shlaha. Les physionomies des individus étant aussi diverses, il est difficile d'assigner des caractères distinctifs à la race. On peut dire seulement qu'une couleur café au lait foncé avec des traits presque européens sont ce qu'on rencontre le plus souvent.
Les Hratan se considèrent comme Imaziren, au même titre que les Shlaha. Ils sont mélangés avec eux dans le fractionnement par tribu. Ils appartiennent comme eux aux Sktana et aux Xula, grandes familles qui, à elles deux, comprennent toutes les tribus entre Souss et Dra, une partie de celle du Souss. Malgré cette égalité politique, malgré cette communauté d'origine reconnue, les Shlaha se regardent comme supérieurs aux Hratan. Et ceux-ci ont le sentiment de l'infériorité. Ils cherchent à se relever en épousant des femmes de couleur claire. « Parle-t-on mariage ?» dit un proverbe. L'arabe demande « Est-elle de bonne maison ?» Le Shlh est-il riche? Le Hrtani est-il blunch? 18 octobre. Départ à 10h30. De Tisgi à Tikrit, on ne cesse de suivre le cours de l'Oued Iounil. Une bonne partie du chemin, c'est dans son lit même que l'on marche. Ce dernier a ici 15 à 20 mètres de large. La rivière y coule, tantôt en une seule masse 5 mètres de large et de 30 centimètres de profondeur, tantôt y formant plusieurs bras, tantôt l'inondant presque en entier et étant alors très peu profonde. Depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Oued Imini, elle a, quelle que soit sa force, cette même manière irrégulière de couler. D'ici à Tikrit, sa vallée peut se diviser en 2 portions, l'une jusqu'à son confluent avec l'Assif Mran, l'autre au-delà. Dans la première, le fond reste ce qu'il était au-dessus de Tisgi, large de 50 à 60 mètres, couvert de cultures, ombragé de beaucoup d'arbres, les 2 flancs sont toujours de grès rouge et très hauts. Cependant, ce ne sont plus des murailles perpendiculaires, si ce n'est à leur partie supérieure, où se voient des cavernes. Le pied est à 2 sur 1 d'abord, puis à 1 sur 1. Les flancs n'avaient de Tiulassen à Tisgi livré passage à aucun affluent. Dans cette nouvelle région, ils laissent accès à plusieurs. Ce sont autant de points où la vallée s'élargit et où les jardins s'étendent. À 1h30, j'atteins Tamdart, village en face duquel l'Assif Mran se jette dans l'Oued Iounil. La vallée change d'aspect, le fond s'agrandit et prend une largeur de 300 mètres. Elle est couverte de cultures. Les cultures qu'on voit ici à Tikrit n'ont aucune ressemblance avec celles d'auparavant. Jusqu'à présent, une foule d'arbres ombrageait les champs. Désormais, on n'en verra plus, excepté aux abords des villages. Encore y sont-ils peu nombreux et parfois manquent-ils. La rivière coule dans un lit de 40 mètres de large, moitié vase, moitié galet, dont l'eau n'occupe qu'une faible partie. Les flancs, tout en restant rocheux, s'abaissent peu à peu, le droit surtout. Elle diminue graduellement et disparaît à quelque distance de Tikrit. Le flanc gauche conserve une hauteur minima de 150 mètres au-dessus du niveau de la vallée, mais ses pentes deviennent de plus en plus douces. Sa couleur change et n'a plus le rose ou le rouge du grès, mais une teinte blanche qu'il gardera jusqu'auprès de Tikrit. Là, variant de nouveau, il deviendra noir et luisant. À partir d'ici, plus de cavernes. En face de Tikrit s'étend une plaine triangulaire au conflue les Oued Iounil et Imini. Très plate, à sol de vase desséché, il se cultive en automne, y est inondé en hiver. L'extrémité de la plaine, un étroit khneg se creusant entre les roches noires des montagnes, donne passage à la rivière. Un peu plus haut, un spectacle nouveau réjouit mes yeux. Un bois de palmiers entoure le village de Tezentut. C'est le premier que je vois. On approche du Sahara. À 5 heures, je parviens à Tikrit, où je m'arrête. Peu de voyageurs sur le chemin, quoique le pays soit très habité. L'Oued Imini, que j'ai traversé avant d'arriver, a 9 mètres de large et 30 centimètres de profondeur. Peu de courant. Il coule au milieu d'un lit de gros galets, large d'environ 700 mètres. Cette rivière est moins considérable comme volume d'eau que l'Oued Iounil, qui, 2 heures plus haut, avait, avec un courant très rapide, la même profondeur que lui, une largeur de 10 mètres. Cinquièmement,
Séjour à Tikrit. Parmi les pays indépendants, ceux du sud du Grand Atlas présentent en leur organisation sociale des différences avec ceux du nord. Dans ceux-ci, une seule unité, la tribu. Un seul état social, l'état démocratique. Aucun lien n'unit les tribus entre elles. La tribu est une grande famille avec ses subdivisions naturelles, tentes ou maisons, douars ou villages, groupes de plusieurs centres habités, et ainsi de suite. Le fractionnement est d'autant plus grand que la tribu est plus nombreuse. Chaque groupe se gouverne à part comme bon lui semble, au moyen d'une assemblée où chaque famille est représentée. Jma'a en arabe, Mfélis en tamazirt. Quelques hommes ayant souvent la prépondérance, mais sans titre ni droit reconnu. Les affaires concernant la tribu entière se règlent d'après le même principe. Les petites tribus réunissent tous leurs membres pour délibérer, dans les grandes telles que les Zayan, les Mizmour, les Sma'la, où les premières fractions sont elles-mêmes nombreuses et souvent peu unies entre elles, ces fractions se concertent et se décident séparément, s'inquiétant ou ne s'inquiétant pas du parti pris par les autres. Dans certaines tribus, telles que les Hayt Teb, les Hayt Bouzid, il y a des qanoun, codes de loi auxquels les habitants sont tenus de se soumettre et que l'Assemblée générale fait respecter. Chez la plupart, cela n'existe pas. Les assemblées ne s'occupent point des particuliers. Tout leur est permis. S'il s'élève des différends, soit entre familles, soit entre fractions, elles les tranchent entre elles à coups de fusil. Et si, avec la liberté entière, la division à l'infini, la désunion complète. Là, avec un peu plus d'ordre et d'unité, c'est toujours la démocratie absolue. Les différentes tribus n'ont d'autres relations que les guerres et les alliances qu'elles font momentanément entre elles. Au sud du Grand Atlas, nous trouvons 3 unités, la tribu, le village, le district. 2 liens entre elles, la confédération et le vasselage. 2 états sociaux, le gouvernement par des chefs héréditaires et le régime démocratique. La tribu se rencontre et parmi les Imaziren et parmi les Arabes, avec son fractionnement naturel, le même en tout lieu. Tels sont les Znaga, les Ejlel, les Eitzdrat, les Braber. Note de la rédaction. Par cette appellation, l'auteur désigne les tribus du versant sud-est du Grand Atlas. Fin de note. À côté d'elles se trouvent des villages isolés sans aucun lien entre eux. Ils sont habités les uns par un mélange de shluh, note de la rédaction, shlaha dans le texte de l'auteur. Fin de note. Et de hratn, d'autre part des membres de tribus diverses, d'autre part des shrifs ou des marabouts. Parmi ces villages, quelques-uns restent isolés, comme Qspat el-Jeu. Note de la rédaction. Connu aussi par Qspat el-Fayja. Fin de note. Lire. La plupart, pour résister aux invasions des tribus voisines, s'unissent entre eux, par groupe, d'un certain nombre. Ils forment ainsi ce que nous appellerons des districts. Tels sont Arbamia, Tezgi, Ouadnoun, Tissint. Tribus, villages, isolés et districts s'unissent entre eux par 2 sortes de liens. Le premier est la confédération. Elle est formée de la collection de plusieurs de ces unités, quelles qu'elles soient, groupées pour former une masse plus compacte. Telle est la confédération du Deddes, telles sont les nombreuses tribus et les Ksar confédérés avec les Hayt Amr. Inutile de dire que ces confédérations sont soumises à des changements. Tantôt un groupe s'en détache, tantôt un autre s'y joint. Le second lien dont nous avons parlé est une sorte de vasselage. Des tribus, des districts se déclarent vassaux soit d'un chef, soit d'une tribu plus puissante. Note de l'auteur. Cet acte de vasselage est la dbiha, dont nous parlerons en détail plus loin. Fin de note. Les vassaux sont tenus à une redevance annuelle. Le suzerain s'engage en retour à respecter leurs personnes et leurs biens. Là se bornent les obligations mutuelles. C'est ainsi que des Sint Tata sont vassaux des Iddaoublel, que ceux-ci le sont des Brabr. Tribus, districts, villages vivent les uns sous le régime despotique, les autres sous le régime démocratique. Les premiers sont gouvernés par des familles où le pouvoir suprême, avec le titre de Sheikh,
note de l'auteur. Sheikh en arabe, Amrar en tamazight. Fin de note. Le pouvoir suprême avec le titre de Sheikh est héréditaire. Tels sont les Ait Amr, les Naga, le Misgita. L'autorité de ces Sheikhs n'est pas lourde pour leur sujet. Parents plus ou moins proches d'un grand nombre d'entre eux, force leur est de ménager ses alliés naturels. D'ailleurs, elle est de leur intérêt de n'indisposer personne. Ils laissent à leurs administrés grande liberté et ne leur demandent que 3 choses. Payer une légère redevance, les suivre quand ils font la guerre, ne pas trop se battre, se piller ni se voler entre eux. Ce n'est permis qu'avec les étrangers. Pour le reste, licence complète. Tel est dans le sud du Maroc ce que, faute d'autres noms, j'appelle le régime despotique. Quant au régime démocratique, les tribus ou districts qui l'ont adopté le possèdent avec les nuances les plus diverses. Chez les uns tels que les Ilalen, les Ebrqaqn, règne le système établi dans le nord. Tribus, fractions, villages se gouvernent par l'assemblée de tous leurs membres. Ailleurs, comme dans les Rsal de Tissint et de Tata, l'assemblée garde entre ses mains la puissance souveraine et confie le pouvoir exécutif à un shir, qui l'élit. Quelquefois, elle laisse ce titre longtemps dans la même maison, quelquefois, elle le porte sans cesse de l'une à l'autre. Certaines tribus, telles que les Iddaoublal, les Ait Umribat, les Issafn, se divisent en fractions ayant chacune à leur tête une famille où la dignité de shir est héréditaire. Tantôt le pouvoir de ces chefs est assez grand, comme chez les Ait Umribat et les Issafn. Tantôt, comme chez les Iddaoublal, leur seule prérogative est de conduire leurs frères dans les combats. Enfin, il y a un dernier système spécial au Braber, au Ait Sdrat, au Imghran. C'est celui des Shirlam. Shir nommé pour un an. Les tribus se gouvernent au moyen d'assemblées, mais dans chaque fraction, chaque district, le pouvoir exécutif est entre les mains d'un shir qu'on élit chaque année. S'il existe dans ces régions une organisation politique plus complète que dans le Nord, il ne faudrait pas en conclure qu'il y règne beaucoup plus d'ordre. L'administration intérieure de chaque village se fait assez régulièrement, mais c'est tout. De tribu à tribu, de fraction à fraction, de district à district, de village à village, les guerres sont continuelles. 3 motifs en produisent la plupart. Entre sédentaires, les contestations au sujet des eaux et des canaux. Entre nomades, le pillage injuste de vassaux que l'honneur commande de venger. Entre sédentaires et nomades, la cupidité de ceux-ci, qui les porte à attaquer les premiers pour les dépouiller. Je n'ai pas été dans une seule région au sud de l'Atlas sans y trouver, pour une de ces 3 causes, la guerre, soit intestine, soit avec des voisins. Les uns et les autres sont indépendants, de fait, mais reconnaissent la suzeraineté du sultan. Les marques de soumission qu'il lui donne se bornent à l'envoi annuel au Glaoui d'un présent dont la valeur varie entre 50 et 200 francs. De plus, si l'on prend des voleurs, on les expédie à Imaounine. L'Assaka, le Tizgi se gouvernent par leurs assemblées, infélices. Les Aïd Zineb ont un shir héréditaire, Cheikh Mohammed, qui réside à Tikirt et ne domine que sur une partie de sa tribu, celle qui est à l'est de Imzouren. Le reste, Imzouren, Tizgzawin, Tedoula, s'est depuis peu rangé volontairement sous la domination du shir de Taznart, Zenifi. Cela s'est fait sans guerre. La bonne intelligence des 2 chefs n'a pas été troublée. Ici, le tamazight est non seulement la langue générale, c'est presque la langue unique. À peine si un homme sur 5, une femme sur 20 savent l'arabe. Le costume est le même qu'à l'entrée des Glawa, mais les femmes, qui dans le nord portaient peu de bijoux, en ont une foule et, en outre, se peignent la figure. Jusqu'ici, un fil de verroterie mêlé de grains de corail et de pièces d'argent suspendues au cou, un second placé dans les cheveux, étaient leurs seuls ornements. Désormais, ils se couvriront d'énormes colliers d'ambre et de corail, de bracelets, de broches, de diadèmes, de pendants d'oreilles et d'autres volumineuses parures d'argent. Dans le Grand Atlas, nous avons trouvé le lait et le miel en abondance. Ici, il en a été de même.
Plus loin, ces deux choses seront rares. On cesse de pouvoir se procurer du savon au sud de Tikrit. Jusqu'ici, on en fabriquait dans toutes les bourgades de quelque importance. C'était une spécialité lucrative des Juifs. Au-delà des Eid Zineb, il ne s'en fait plus. Il ne s'en vend plus sur les marchés. Pour laver les vêtements, on se sert de certaines herbes. Le blanchissage ainsi obtenu est médiocre. Je profite de mon séjour à Tikrit pour aller visiter les ruines de Teskdelt, célèbre dans le pays et objet de 1000 légendes. Elle se compose d'une enceinte presque carrée, jadis garnie de tours sur tout son développement. Les murailles, épaisses, ont dû être, en maçonnerie à la base, empisées dans le haut. Il en reste peu de choses. Une partie des murs s'est écroulée, le reste, très écrêté, tombe chaque jour davantage. La partie sud est la mieux conservée. On y voit 7 ou 8 tours ayant encore 3 à 4 mètres. À l'intérieur de l'enceinte s'élèvent des monceaux de pierre ne présentant que des débris informes. La forteresse est construite en amphithéâtre sur une côte rocheuse d'une pente de 1/2 dont elle couvre toute la hauteur. Dans sa portion nord, cette côte se transforme brusquement en une muraille verticale où s'ouvrent les bouches de plusieurs cavernes. Une ancienne citadelle des cavernes, voilà plus qu'il n'en faut aux habitants pour voir ici une trace du passage des chrétiens. D'ailleurs, l'histoire n'est-elle pas là pour prouver la vérité de cette opinion? Histoire écrite en des livres qu'on n'a pas pu m'en montrer, mais dont le contenu est dans la mémoire de chacun. Naguère, il y a bien des siècles, 3 princesses, filles d'un roi chrétien, régnaient sur ces contrées. L'une, Doula bint Wa'd, résidait en cette forteresse de Teskdelt. Une autre, Zilfa bint Wa'd, en habitait une semblable. Sur les bords de la Sif Marron, près de Tessayout, la troisième, Stouka bint Wa'd, une semblable encore à Teskoukt, sur l'oued Imini. En ces 3 lieux se voient des ruines pareilles. Les musulmans firent longtemps la guerre aux 3 princesses chrétiennes et finirent par les chasser. Il est plus probable que les 3 Kaspas sont l'œuvre d'un même sultan, celui sans doute qui construisit le pont de l'oued Ardat. Dans cette excursion, je passe auprès du confluent des oueds Iriri et Imini. Ils se réunissent dans une plaine triangulaire semblable à celle de Tikrit. Même sol vaseux, bas et plat, couvert de cultures, et en hiver inondé. Pas d'arbres, si ce n'est quelques-uns auprès des villages. Champs d'orge, de blé, surtout de maïs. On laboure avec des charrues à soc de fer, traînées par des bœufs. Ces derniers sont assez nombreux dans le pays, ainsi que les moutons et les chèvres. Depuis le Tlouet, on voit quelques chameaux. L'oued Imini, au-dessous du confluent, a peu d'eau, 1,50 m, avec 40 cm de profondeur. Ce mince filet court au milieu d'un lit de gros galets mesurant plus de 500 mètres d'une rive à l'autre. Plus haut, en face de Teskdelt, la même rivière a 200 mètres de large et est à sec, non par manque d'eau, mais parce que les habitants la font dériver pour arroser leurs plantations. Si je n'en rencontre pas dans l'oued, je traverse plusieurs larges conduites où elle coule, à plein bord. Chaque tribu, chaque village a droit à une quantité d'eau déterminée. Les traités des Qanûn la règlent. Les canaux sont une source de contestation et de querelles fréquentes entre villages et entre fractions. Ces démêlés se vident comme ils se vident tous par la poudre. En ce moment, les gens de Limini et les Eid Toya sont en hostilité avec les Eid Zineb pour ce motif. Rarement ces guerres sont meurtrières. Ils se bornent la plupart du temps à quelques coups de fusil échangés à la frontière. Sixièmement, Adrar Ndiren et Siroa. Les montagnes tournent tout autour de notre pays, disent les habitants de Tikrit. En effet, de quelque côté qu'on jette les yeux, on ne voit que massifs sombres. Au sud et à l'est, ce sont les flancs des oueds Eounil d'une part, Emini et Edarmi de l'autre. Talus rocheux de 150 à 200 mètres de haut,
que nous avons décrits. Au nord et à l'ouest, ce sont de très hautes crêtes, la plupart couvertes de neige, se perdant dans les nuages. On distingue de Tekirte plusieurs sommets remarquables et plusieurs cols. Jbel Anrmor, Tizn Tlouet, Tizn Tishka, Tizn Temenet, Jbel Tidili, Jbel Siroua. Les premiers appartiennent à la chaîne du Grand Atlas, qu'on appelle ici Drarndiren. Note de l'auteur. Drarndiren, mot à mot de Deren. Deren est un nom propre, sans signification. Cette expression est universellement employée ici pour désigner le Grand Atlas. Dans le bassin du Souss, elle l'est de même. Dans le Dadès et au-delà, on ne la connaît plus. Elle s'applique donc à toute la portion occidentale de la chaîne jusqu'au Tizinglaoui inclusivement. Fin de note. Quant au Siroua, c'est le pic culminant d'un massif qui s'élève entre le Grand et le Petit Atlas et sépare le bassin du Souss de celui de Dra. Voici quelques détails sur ces différents points. Jbel Anrmor. C'est de cette montagne que sort l'Oued Iounil. Aussi lui donne-t-on quelquefois le nom de Jbel Ounila. À son sommet est un étang, toujours rempli d'eau, même par les étés les plus brûlants. Nul n'en connaît la profondeur. Au-dessous, la source de l'Oued Iounil jaillit au milieu des rochers. Cet étang est un objet de vénération profonde pour les musulmans des environs. Le premier jour de chaque année, il y monte en pèlerinage et y immole des brebis et des chèvres. Souffre-t-on de la sécheresse? Les Iounilen, les gens de la Saka, les Aïdzinep, se cotisent à raison d'une mouzona par tête, achètent des moutons et vont les sacrifier sur ses bords. Tizn Tlouet. C'est le col où j'ai franchi le Grand Atlas. Elle fait partie du Tizinglaoui. On appelle ainsi la forte dépression qui se trouve en face d'ici dans la Drarndiren et que limite à l'est le Jbel Anrmor, à l'ouest le Jbel Tidili. Ce tronçon de la chaîne porte le nom général de Tizinglaoui. Il renferme 3 cols, ceux de Tlouet, de Tishka et de Temenet. Tizn Tishka, col conduisant de la vallée de l'Essif Morren dans celle de l'Oued Rdat, à Zerchten, par exemple. L'Oued Tishka qui en descend se jette dans l'Oued Lmelh, à Imorren. Quand le col de Tlouet est encombré par les neiges et que celui de Tishka est par extraordinaire praticable, on passe par ce dernier. Tizn Temenet, col donnant accès à la vallée de l'Oued Imini dans la tribu des Msfiwa. C'est un 3e chemin pour gagner Marrakech. De ces 3 routes, la plus courte est la dernière, mais la plus facile, et de beaucoup la plus fréquentée, est celle de Tizn Tlouet. L'Oued Temenet qui descend du col se jette dans l'Oued Imini. Jbel Tidili. Ce mont, ainsi que ceux qui l'entourent, a le sommet couvert de neige. C'est dans son flanc que l'Oued Imini prend sa source. À l'ouest du Jbel Tidili, la chaîne se continue par une longue suite de crêtes neigeuses qui se perdent dans les nuages. Jbel Siroua. C'est la plus haute des montagnes voisines, au dire des habitants. Seule parmi elles, elle a son sommet couvert de neiges éternelles. Sur les autres cimes visibles d'ici, tantôt la neige persiste l'été, tantôt elle fond, suivant que l'année est plus ou moins chaude. Sur les pentes du Siroua se trouve un col conduisant de la tribu des Eit Tadrat dans le Souss. Les flancs du massif renferment, dit-on, des minerais. Les habitants n'en savent pas tirer parti. Ces montagnes sont toutes également nues, également rocheuses. Point d'arbres, point de végétation, rien que des pierres. Point de bêtes fauves, pas d'autre gibier que des gazelles et des mouflons. Note de l'auteur. Mouflons à manchette, c'est l'animal que les Arabes appellent arwi et les Imaziren aoudet. Ce gibier est le seul qui se rencontre dans les déserts pierreux du Petit Atlas et dans le Bani. J'ai vu des mouflons apprivoisés à Taznart et à Tissint. Fin de note. Les 3 cols du Tizinglaoui sont praticables toute l'année. Cependant, en hiver, il y tombe parfois une grande quantité de neige. Lorsque la couche est trop épaisse pour qu'on puisse franchir la montagne, les voyageurs attendent dans les villages les plus rapprochés du sommet et passent à la première éclaircie. Et l'on est de même des cols qui, plus à l'est, mettent en relation Demnet et les Haskoura, Wawizirt.
et le Sikis. Septièmement, quelques mots sur l'Atlas marocain. Nous sommes ici en plein cœur de l'Atlas. Il est temps de donner quelques détails sur la façon dont nous comprenons le système montagneux du Maroc. Les montagnes du Maroc se composent pour nous de deux massifs distincts, séparés par une large trouée. Ce sont d'abord le massif de l'Atlas, qui le traverse tout entier dans sa plus grande longueur, du sud-ouest au nord-est, puis le massif rifin, qui, commençant vers Nemours, le Razouet, longeant la côte jusqu'à Ceuta, percé par le détroit de Gibraltar, décrit une large courbe et se retrouve en Espagne, dans la Sierra Nevada. Ces deux longs massifs aux lignes courbes, partant presque d'un point commun et allant en divergeant, ressemblent aux ondes d'un courant marin qui se diviserait vers Tlemcen en deux bras, dont le principal continuerait à suivre la direction générale du courant primitif en fléchissant un peu vers le sud, tandis que l'autre, secondaire, s'élancerait vers l'ouest puis tournerait brusquement vers le nord et de là vers l'est. La démarcation entre les deux massifs est très nettement dessinée. De la Lamarnie à Fès, une large trouée les sépare. Plaine d'Engued jusqu'à la Mlouia, même plaine se prolongeant sous d'autres noms jusqu'à l'Oued Inewen, vallée de cette rivière jusqu'au pré de Fès. À partir de cette ville, la trouée s'élargit encore. C'est la vallée du Sbou qui va en s'épanouissant jusqu'à la mer. Ne nous occupons point du massif rifin, dont nous n'avons vu qu'une petite portion. Il semble d'ailleurs bien représenté sur la carte de monsieur le capitaine Baudouin, qui avait recueilli, sur cette contrée en particulier, un nombre considérable de renseignements. De plus, les levées de nos officiers d'état-major en comprennent une partie, s'étendant de Nemours, la Razouet, à la Mlouia, région qui est connue par conséquent avec exactitude. Quant au massif de l'Atlas, nous l'avons traversé 2 fois, dans tout son ensemble. Et nous avons parcouru, en quelques détails, certaines de ses parties. Nous allons essayer de le décrire tel qu'il nous paraît être. Expliquons d'abord les termes dont nous nous servons. Le nom d'Atlas, appliqué primitivement par les anciens aux seules cimes neigeuses qui s'élèvent au centre du Maroc, a été étendu ensuite par quelques écrivains latins à l'ensemble du massif qui traverse le Maghreb. On lui a conservé cette signification. Le large dos qui commence à l'océan entre Mogador et l'embouchure du Draa et finit à la Méditerranée au Cap Bon, après avoir traversé le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, porte encore aujourd'hui le nom général d'Atlas. On peut le désigner en Atlas marocain, Atlas algérien, Atlas tunisien. Cette division est la seule qu'il comporte. Note de l'auteur. Voir sur ce sujet Géographie de l'Algérie par monsieur Oscar McCarthy, préliminaire. Fin de note. Quant au terme de grand et de petit Atlas, il s'applique uniquement à certaines parties de l'Atlas marocain. Ainsi l'entendait Ptolémée, qui s'est servi le premier de ces expressions, et les emploie pour désigner 2 chaînes déterminées de ce massif. Nous nous conformerons en partie à sa nomenclature, réservant ces noms pour les 2 chaînes du Maroc auxquelles ils paraissent le mieux s'appliquer. L'Atlas marocain se compose essentiellement de 3 chaînes parallèles. L'une très haute, presque toujours couronnée de neige, elle est connue depuis longtemps sous le nom de Grand Atlas. Nous le lui conserverons. Une autre, au sud de celle-ci, suivant une direction parallèle mais moins élevée, nous l'appellerons Petit Atlas. Note de la rédaction. L'auteur semble avoir oublié qu'il a déjà dit dans le paragraphe précédent que c'est Ptolémée qui s'est servi le premier des expressions Grand et Petit Atlas. Fin de note. Ces 2 chaînes, les 2 seuls hauts massifs visibles de la côte, note de l'auteur, c'est prouvé par le travail de monsieur le lieutenant Arlette. Description de la côte d'Afrique depuis le cap Spartel jusqu'au cap Bojador.
Bulletin de la Société de géographie de Paris, 1837, janvier. Fin de note. Ces deux chaînes étaient sans doute celles qu'on avait signalées à Ptolémée, quoique dans ses écrits, il en ait interverti l'ordre. La troisième, ne commençant que loin dans l'intérieur, a dû lui être inconnue. Elle est située au nord du Grand Atlas. Moins élevée que ce dernier, elle l'est plus que le Petit. Nous l'appellerons Moyen Atlas, nom correspondant à sa hauteur. Il y a nécessité à donner à ces chaînes des appellations tirées de notre langue. Aucune d'elles n'en possède dans le pays. Chaque sommet, chaque col, chaque vallée a un nom spécial. Nulle part il n'est de nom qui désigne l'ensemble d'une chaîne. C'est facile à expliquer. Le Marocain ne voyage pas. Il connaît les montagnes de son pays, mais ne connaît qu'elles. Il ne sait pas si elles se lient à d'autres. Il ne le demande pas. Dans ces conditions, les noms particuliers suffisent et peuvent seuls exister. Une seule chaîne en a un général, encore ne le possède-t-elle que sur une partie de sa longueur. Le Grand Atlas, du Haha à l'extrémité orientale du Tizinglaoui, porte le nom d'Adrarndirn. Cette appellation s'appliquant à peine à la moitié de la chaîne, nous ne pouvons nous en servir. Force nous est d'adopter pour tout le massif des noms de convention. L'Atlas marocain, nous avons dit, paraît formé essentiellement de trois chaînes parallèles, dont l'orientation approximative serait de l'ouest-sud-ouest à l'est-nord-est. Nous les avons appelés Grand Atlas, Moyen Atlas et Petit Atlas. Premièrement, Grand Atlas. Des trois chaînes, c'est de beaucoup la plus connue. Visible de Marrakech, visitée par plusieurs voyageurs, explorée dans sa partie occidentale par messieurs Hooker et Bale, franchie au nord de Taroudant par monsieur le docteur Lenz, auprès des sources du Ziz par Caillé et par monsieur Rolfs, nous l'avons nous-mêmes passée en 3 points, vers le centre, au col des Glawa, à son extrémité ouest, entre Agadir, Erir et Mogador, et non loin du point où elle expire vers l'est, à hauteur de Rsab-i-Shorfa. De plus, nous en avons longé le pied, sur presque toute sa longueur, le pied nord du Missour, Melouia, Arsab al-Shorfa, et de Wawizirt à Zawiyat Sidi Rahal, le pied sud d'Agadir Erir, au Mnaba, et du Daddes, Oqsar Souq. C'est une longue chaîne non interrompue, mais percée d'un grand nombre de cols. Col de Bibawan, Tezin Wishden, Tezin Tamjout, etc., débouchant dans la vallée du Souss. Tezin Temenet, Tezin Tishka, Tezin Telouet, Tezin Amzouk, Tezin Terkeddit, Tezi Ait Imi, Tezi Origimt, etc., débouchant dans la vallée du Dra. Tezin Telremt, débouchant dans la vallée du Ziz, Tezin Tenslemt, débouchant dans la vallée du Gir. Les principales altitudes observées sont 1250 mètres, col de Bibawan, Monsieur Lenz. 3350 mètres, mont Teza, Monsieur Hooker. 3475 mètres, mont Miltsin, Washington. 3500 mètres, col de Tarot, Monsieur Hooker. 2634 mètres, col de Tlouet, au point où nous avons franchi la chaîne chez les Glawa. 2182 mètres, col de Telremt, où nous l'avons passé près de l'Qsabi. Partout j'ai vu le faîte du Grand Atlas couvert de neige, excepté à la grande dépression du Tizinglaoui. À juger d'après la hauteur de la portion blanche, la partie la plus élevée de la chaîne serait celle qui est située au nord du Daddes, du Toudra, du Réris, du pays de Ziz. Dans ce groupe, le massif du Jbel Ayashi domine de beaucoup les autres sommets. Est-il le point culminant du Grand Atlas? Il le semble. Rien ne le prouve. La neige commence sur la chaîne vers l'ouest, à l'orient, du col de Bibawan. Elle est finie vers l'est, aux dernières pentes du Jbel Ayashi. Après ce massif, il n'y en a plus trace. De Bibawan à l'océan, le Grand Atlas s'abaisse rapidement. Au-delà du Jbel Ayashi, il décroît d'une façon continue et finit par expirer dans le Dahra. Où exactement? À quelle distance du Jbel Ayashi? Nous ne le savons pas. La crête du Grand Atlas paraît être une arête et non un plateau.
Il ne présente l'aspect d'une ligne uniforme que vers ses extrémités orientales et occidentales, où il est dépourvu de neige. Partout ailleurs, il se découpe en nombreuses dentelures. Le versant nord est en général boisé. Le versant sud est nu, pure roche, dans les bassins du Dra, du Ziz et du Gir, en partie boisé dans celui de l'Oued Souss. Les forêts renferment, dit-on, d'abondants gibiers, sans aucune bête féroce. Deuxièmement, Moyen Atlas. Cette chaîne est de beaucoup la moins connue. Du col de Tlremt, nous en avons entrevu une portion. C'est une longue crête uniforme, couverte de neige, se relevant en un point pour former un pic, le Jbel Tessort, et finissant brusquement par une haute falaise, le Jbel Ouled Ali. Où commence cette chaîne? Où finit-elle? On ne saurait le dire d'une façon certaine. Pour nous, il commence au nord de Dmnet, à la trouée de la Tessaout, où ces dernières pentes viennent se confondre avec celles du Grand Atlas. C'est elle que traverse l'Oued l'Abid, dont le long Khneg qu'il se creuse, c'est elle qui borne au sud la plaine du Tadla et qui sépare sur toute leur longueur les bassins de l'Omrbea et de l'Oued l'Abid. C'est elle que nous avons franchie en allant de Qsbat Niblel à Wawizert. Elle n'avait là, au col, que 1529 mètres d'altitude. Les sommets pouvaient être à 1900 mètres. La chaîne commençait. Depuis Dmnet, il ne cesse de s'élever jusqu'au Jbel Tessort, qui paraît en être le point le plus haut. Où finit-elle? S'arrête-t-elle brusquement comme il le semble au Jbel Ouled Ali et au Jbel Rgou? Nous ne pensons pas. Pour nous, la trouée subite qui se trouve à l'est de ces monts est un large Khneg que s'est percé la Melouia dans la chaîne. Les monts de Bdou, 1648 mètres, seraient le prolongement naturel de celle-ci, et l'irait expirer avec eux sur les hauts plateaux du Dahra. Le Moyen Atlas commencerait donc au nord de Dmnet, atteindrait son point culminant au Jbel Tessort et se continuerait jusqu'au Dahra où il viendrait mourir, comme l'a fait le Grand Atlas. Les deux versants sont boisés. De Dmnet et de Bdou, ils ne sont qu'immenses forêts, pleines de gibier et de bêtes sauvages, les seules du Maroc, où il y ait des lions. Nom de l'auteur. Cette chaîne a été franchie par René Caillé entre Sabichorfa et Guigou, par M. Rolls entre Tasfrot, Ouetzbou et Outat Eitzdig, 2085 mètres d'altitude au col. Par nous, entre Qsbat Niblel et Wawizert, 1529 mètres au col. Fin de note. Troisièmement, Petit Atlas. C'est le plus connu après le Grand. Monsieur Lenz l'a franchi au sud d'Ilir, 1100 mètres. Monsieur Rolls en a suivi longtemps le pied nord. Enfin, il a été un des principaux objets de mes recherches. J'en ai longé le pied méridional de Tessint à Accra, le pied septentrional d'Agadir Erir Oumnaba et du Daddis Oriris. Je l'ai traversé en 6 points différents, au col d'Ibraqan, d'Azrar, de Haroun, d'Agni, de Tefernin, d'Erin Noytoub. Elle avait à ses passages 1912 mètres, 1934 mètres, 2059 mètres, 1674 mètres, 1872 mètres, 2280 mètres d'altitude. Ce sont à peu de choses près les hauteurs de la ligne culminante, car le Petit Atlas est couronné presque partout d'un large plateau à ondulation légère. Ce plateau pierreux dans la partie orientale de la chaîne, celle qui est à l'est du Dra et qui porte le nom de Soro, l'est moins dans la partie centrale où le tapisse de longues étendues de Halfa et vers l'ouest se garnit d'une couche de bonne terre, se couvre de champs, d'amandiers et de villages et forme une des plus riches contrées du Maroc. Le versant du Petit Atlas est nu et rocheux. Le versant nord l'est aussi dans les bassins du Dra et du Ziz.
mais il est boisé dans celui du Souss, au pied seulement vers l'est, en entier vers l'ouest. Peu de gibier, point de bêtes féroces. La hauteur de la chaîne ne présente nulle part de brusques variations. La crête, partout, a l'aspect d'une ligne horizontale. En 3 endroits, à hauteur de Tel Oudent, aux environs du col d'Azrar et dans le Sorro, j'y ai distingué quelques filets de neige. C'étaient d'étroits sillons à peine visibles. Le petit Atlas commence auprès de l'océan, l'ondulateur, entre 29 degrés 30 minutes et 29 degrés 3 minutes de latitude nord. À quelques distances du rivage, il y a des sommets de 1190 mètres d'altitude. Voir la description de la côte par le lieutenant W. Arlett déjà cité. Fin de note. Où finit-il? Nous ne le savons pas. Nous supposons qu'il expire dans les hauts plateaux qui se trouvent à l'ouest de l'Oued Ziz. La chaîne paraît s'abaisser sans cesse du Deddis au Rilis. De ce dernier point, on l'aperçoit se prolongeant dans le lointain et décroissant toujours. Dans Sarsour, on ne la distingue plus. On ne voit vers le sud, le sud-ouest, le sud-est qu'une plaine immense s'étendant jusqu'à l'horizon. Je conjecture donc que le petit Atlas meurt avant d'atteindre les bords du Ziz. Le plateau où il finit se continue au-delà de ce fleuve et se prolonge jusqu'en Algérie. Telles sont les 3 chaînes qui forment la portion fondamentale de l'Atlas marocain. Après elles, on peut en citer 2 autres secondaires. Les directions sont parallèles à celles des premières. Elles sont situées l'une, le Bani, au sud du Petit Atlas, l'autre, dont semble faire partie le plateau d'Oulmès et les monts d'Eriata, au nord du Moyen Atlas. Le Bani est une étroite digue de roches nues, peu élevée, ayant dans sa partie centrale 924 mètres d'altitude. Il commence à l'océan, au sud de Oued Noun, et se prolonge au-delà de l'Oued Dra, qui le traverse au Khnek de Foum Taqat, au-dessus de Temgrout. Où finit-il? Nous l'ignorons. Il expire sans doute, comme le Petit Atlas, entre le Dra et le Ziz. Nous avons franchi plusieurs fois le Bani, nous en avons longé le pied durant quelque temps, et sur les parties que nous n'avons pas vues, nous possédons des renseignements précis. Les traits généraux de cette chaîne peuvent donc être considérés comme connus avec quelque certitude. Et n'en est pas de même pour l'autre, pour celle dont je crois avoir des portions dans le plateau d'Oulmès et le Jbel Riata. Il semble avoir son origine entre Ouelmès et l'océan, passerait à quelque distance au sud de Sfrou, serait traversé par le Sbou à Akhneg, atteindrait la Melouia sous le nom de Jbel Riata. Ce fleuve s'y ferait un large passage au nord de la plaine de Tofrata, et elle se prolongerait ensuite sans interruption jusqu'à Tlemcen par les monts Margsroum, Bni Bouzegou, Zkara, Bni Snous. La chaîne commencerait à l'ouest d'Oulmès, aurait un de ses points culminants au pic des Riata et se continuerait jusqu'en Algérie. La partie occidentale jusqu'à la Melouia est couverte de grandes forêts et peuplée de fauves. Les panthères y abondent. La région orientale possède aussi des bois et les mêmes animaux sauvages, mais à un degré moindre. La chaîne a été franchie par Caillé sur le territoire des Aït-Yussi, par M. Rolls sur celui des Bnimgil, par nous sur celui des Ayanes. L'altitude en est de 1290 mètres à Oulmès, de 1517 mètres à Douar Sidi Abdullah, Rolls. Dans ce large massif de l'Atlas marocain, formé de 5 chaînes parallèles, dont 3 essentielles et 2 secondaires, on voit qu'il y a une arête principale, le Grand Atlas, dominant de beaucoup tout le reste. La plupart des fleuves du Maroc, Melouia, Oued Labid, Tinsift, Souss, Dra, Ziz, Gir, y prennent leur source. Après lui vient le Moyen Atlas, le second en hauteur, 2 fleuves sortent de son flanc, l'Omrbea et le Sbou. La moins élevée des 3 chaînes principales est le Petit Atlas. Il ne donne naissance qu'à des rivières. Compte 2 chaînes secondaires, seuls de petits cours d'eau en sortent.
Ces chaînes parallèles forment entre elles 3 rigoles où coulent bout à bout tous les fleuves marocains. Omrbea et Sbou, entre le Moyen Atlas et la chaîne Ouelmez-Rieta, Oued Labid et Mlouia entre le Grand Atlas et le Moyen Atlas, Souss et Dra supérieur entre le Grand Atlas et le Petit Atlas. Le Dra, ayant percé l'un après l'autre le Petit Atlas et le Bani, coule ensuite au pied de ce dernier, parallèlement à la direction des crêtes. Dans ces rigoles, les fleuves sont séparés à leur source, tantôt par des plaines si unies qu'il faut le baromètre pour trouver la ligne de partage des eaux, tantôt par des massifs montagneux. Au nord du Moyen Atlas, un plateau montueux, le Fezez, fait la limite entre les bassins du Sbou et de l'Omorbea. Entre le Grand et le Moyen Atlas, les bassins de la Mlouia et de l'Oued Labid sont divisés par de hautes cimes du Jbel Layachi et des plateaux très élevés qui s'en détachent. Entre le Grand Atlas et le Petit, le Dra est séparé du Souss par un massif montagneux que domine le Sirois du Ziz, par une large plaine. Du Ziz au Guir s'étendent également des plaines. Tel est le massif atlantique au Maroc. Tel du moins il me paraît être. Il faudra encore bien des voyages, bien des travaux pour déterminer avec exactitude ce qu'il est. Les chaînes du Grand Atlas, du Petit Atlas et du Bani sont relativement connues, mais celles du Moyen Atlas et d'Oulmez-Rieta le sont de la manière la plus incertaine. Lu pour vous par Mohamed El-Kachtoul. Dans le chapitre suivant, nous allons faire un séjour au Sahara qui, sous la plume de l'auteur, devient le paradis sur Terre. Il s'y attarde pour donner un portrait passionné des habitants et de leur culture, ainsi qu'une description non moins admirative des lieux. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.